Épilogue macabre donc pour ce qui était jusque-là une disparition mystérieuse. 3 corps et même un 4e juste à l'instant ont été découverts au domicile d'un couple et de ses 4 enfants. Il est aujourd'hui l'homme le plus recherché de France. Il y a 11 ans, Nantes se réveillait en plein cauchemar. Nous sommes le 21 avril 2011, un avis de recherche est lancé pour toute la famille du pont de Ligonnès. Un couple, Xavier et Agnès, ainsi que leurs 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Lorsque les enquêteurs découvrent sous la terrasse de la maison les restes humains de la mère et de ses 4 enfants, ainsi que les 2 chiens de la famille. Pour tout comprendre, revenons sur les éléments marquants de cet épisode tragique. Baigné dans un univers mystique par sa mère qui avait créé un groupe à caractère sectaire, c'est à partir de 1995 à 35 ans que Xavier Dupont de Ligonnès a l'impression que tout s'écroule autour de lui. Il s'interroge sur sa foi et sa femme est infidèle. Après avoir multiplié les échecs professionnels et tenté l'aventure aux États-Unis pendant 3 ans avec sa famille, ils reviennent en France et sont confrontés à des problèmes d'argent. Il découvre en 2005 que sa femme le trompe avec l'un de ses meilleurs amis. Il a pourtant besoin d'elle car elle vient de toucher un héritage. Agnès Dupont de Ligonnès n'était donc pas heureuse dans sa relation avec son époux, une situation qui aurait mené le couple à expérimenter le libertinage. Après avoir été mise sous pression, sa femme craque et avoue avoir une relation virtuelle avec Michel Rétif. Ce dernier est un ami de longue date avec qui il a notamment longuement voyagé à travers les États-Unis. Les emails découverts par les enquêteurs indiquent que Xavier Dupont de Ligonnès a ensuite pris contact avec Michel Rétif afin de lui proposer de partager sa femme. Sa seule exigence consistait à être mis en copie de tous les échanges entre Michel et sa femme. Cette relation mettait en lumière le besoin maladif et totalitaire de Xavier. D'ailleurs, il dressait systématiquement un bilan de ses soirées par mail. Il présentait alors de manière méthodique et pour chaque participant les avantages et inconvénients de cette relation sexuelle de groupe, les fantasmes, les positions réalisées ou non qu'il mesure en pourcentage. Et dans ces échanges, il parle de lui à la 3e personne. Le couple se perd totalement dans cette relation échangiste et les dettes de Xavier le poussent à voler son père de 19 000 € pendant son hospitalisation. Xavier annonce dans un mail à sa maîtresse, qui est à l'époque son ancienne petite amie à l'adolescence, son envie de fuir et son désespoir. Cette femme, devenue chef d'entreprise dans les Hauts-de-Seine, lui avait prêté 50 000 € contre une reconnaissance de dette. Il déclare vivre un cauchemar et lui propose de vivre une vie ensemble. Il lui parle également de ses problèmes financiers auxquels il fait face, 4 mois de loyer impayés, l'école d'Arthur qu'il n'arrive pas à financer, sa voiture qui est en panne, et enfin les cadeaux de Noël qu'il ne peut acheter uniquement grâce aux offrandes de sa mère. Il ajoute qu'il manque 25 000 € à sa dette pour pouvoir s'en sortir. Xavier est tellement désespéré qu'il envisage le pire. Si ça tourne mal, je n'ai que 2 solutions, me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. PS, je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue ni d'aucun alcool. Il conclut en affirmant qu'on ne le retrouvera jamais. Xavier s'inscrit au stand national de tir de Nantes en décembre 2010. Il s'entraîne régulièrement et se forme afin d'avoir sa licence jusqu'en février. Il viendra ensuite de façon autonome. 3 mois avant le drame, la vie de Xavier va être chamboulée par le décès de son père. C'est à ce moment-là qu'il hérite de l'arme de son père, un 22 long rifle. Il ira s'entraîner un peu plus tard avec cette même arme. En mars 2011, Thomas et Benoît suivent une initiation au stand de tir avec leur père. Le bruit des tirs incite Xavier à se renseigner sur l'utilisation d'un silencieux qu'il finira par acheter le 12 mars dans une armurerie nantaise. Son moniteur Benoît Hérault se rappelle qu'il venait avec sa propre carabine. Un jour, Ligonnès lui pose une drôle de question. On peut mettre un silencieux là-dessus ? Ouais, il m'en parle quoi. Et là, je le dissuade effectivement de s'équiper de ça. Dans les stands de tir, ça sert à rien. Fin mars, il se fournit également dans un magasin de bricolage de sacs poubelles de grande taille, de rubans adhésifs ou encore des paquets de dalles plastiques pour le sol, éléments certainement utilisés afin de dissimuler le lieu de sépulture. La première disparition inquiétante débute le 1er avril où le fils aîné Arthur ne se présentera pas à la pizzeria où il travaille au moment où il devait recevoir son salaire. Concernant les derniers achats de Xavier, il se procure ce même jour du ciment, une bêche et le jour suivant 4 sacs de chaux vives de 10 kg dans différents magasins de la région nantaise. Fabrice, un voisin, aperçoit Agnès pour la dernière fois, ainsi que Xavier mettant des gros sacs dans sa voiture. Christine, la sœur de Xavier, reçoit à 22h37 sur son répondeur un message de Xavier. On était
à Pinoche en famille et au restaurant ensuite et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis là je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redis, tu m'envoies un petit SMS et tout. Je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. C'est le 4 avril qu'apparaît une nouvelle disparition inquiétante, celle de Anne et Benoît, les deux plus jeunes de la famille, qui sont absents du collège qu'ils fréquentent. On a essayé de l'appeler début avril, son portable est éteint. On n'a plus de nouvelles vu qu'elle était dans notre classe. Elle a été absente pendant 2 semaines et après... Elle était censée être malade en fait. Pendant ce temps-là, Christine rappelle Xavier suite au message de la veille et passe entre 20 à 30 minutes au téléphone avec lui. Selon elle, tout avait l'air normal. Xavier dîne en tête-à-tête avec son fils Thomas dans un restaurant gastronomique situé dans la périphérie d'Angers. Les deux serveurs se souviennent que le jeune homme ne se sentait pas très bien vers la fin du repas et que le dîner était des plus silencieux. Et c'est plutôt mes salariés qui ont dit, je sais pas, il semblait être un petit peu comme ça, un peu malade, un peu mal portant, enfin, se sentant pas très à l'aise. Il est venu ici avec son fils alors que déjà le reste de la famille avait été tué. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu quand même, ça fait froid dans le dos quand même. Le 5 avril, Thomas rentre à Nantes à la demande de son père qui lui annonce que sa mère Agnès a eu un accident de vélo et qu'elle est hospitalisée. Ses camarades recevront des SMS étranges de sa part avant qu'il disparaisse à son tour. Les jours suivants, un huissier de justice se présente au domicile mais n'obtient aucune réponse. C'est ensuite la petite amie d'Arthur, inquiète, qui trouve porte close. Selon les témoignages, les chiens n'aboyaient plus. La prochaine apparition de Xavier sera le 7 avril, faisant des allers-retours en chargeant son véhicule. Ce qui m'intriguait, c'était le balai là, il n'arrêtait pas de traverser et de remplir le coffre de sacs, de gros cabas. Le lundi 11 avril, le collège reçoit une lettre signée de la main de Xavier indiquant que Anne et Benoît quittaient l'établissement pour partir en Australie du fait d'une mutation professionnelle urgente. L'établissement catholique où travaille Agnès reçoit une lettre de démission signée de la main d'Agnès évoquant également cette mutation. Afin d'obtenir plus d'informations, le directeur tente de contacter Agnès, mais il ne parviendra pas à la joindre par téléphone. Xavier a rédigé une lettre destinée à ses proches. Il explique qu'après ses missions secrètes pour la DEA, qui est l'agence fédérale américaine dans la lutte contre les stupéfiants, l'ensemble de la famille a dû être exfiltré vers les États-Unis dans le cadre du programme fédéral de protection des témoins et que personne ne pourra les joindre durant plusieurs années. Il précise que toute la famille sera contrainte de vivre sous une fausse identité financée par le gouvernement des États-Unis et résidera dans un endroit où il fait chaud et où il y a de la bonne musique. La couturière d'une boutique voisine à la maison de la famille alerte la police, inquiète de ne voir aucun signe de vie depuis plusieurs jours. Par ailleurs, elle remarquera l'absence de la boîte aux lettres, en revanche, la présence d'une affiche indiquant « Retour à l'expéditeur ». Par la suite, les policiers effectueront un premier état des lieux en entrant dans la maison grâce à un serrurier. Ils constateront une maison partiellement vidée et complètement nettoyée. 6 jours après, le 19 avril, une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Xavier se fera flasher par un radar le dimanche 10 avril dans la région d'Angers. Il passe la nuit du 11 au 12 avril dans l'hôtel première classe de Blagnac, près de Toulouse, puis règle par carte bancaire et repart avec sa Citroën C5. Il passe ensuite la nuit du 12 au 13 avril dans l'auberge de Cassagne, sur la commune de Pontet, sous la fausse identité de monsieur Xavier Laurent, pour la somme de 214,59 € réglée par carte bancaire. Le 14 avril, il est vu en train de retirer de l'argent à un distributeur automatique dans la ville de Roquebrune-sur-Argence, et enfin, le soir, il dort dans l'hôtel Formule 1 de la même ville. La trace de Xavier Dupont de Ligonnès se perd à partir de cette date. Dans les bois autour de l'hôtel, 130 CRS se déploient pour quadriller une zone de 25 km². Un hélicoptère équipé d'une caméra thermique survole les environs. La police décide alors de retourner examiner la maison et ils retrouveront notamment ce livre d'Arlan Coben, Disparu à jamais, sur la table de chevet de Xavier Dupont de Ligonnès. Disparu à jamais, un titre plutôt étrange par rapport à la situation. Ils retrouveront aussi l'assistant respiratoire d'Agnès, bloqué sur 3h30. L'enquêtrice découvre ensuite une gamelle des chiens bloquée sous la terrasse. Après avoir soulevé les gravats, elle se rend compte que le ciment est encore humide. Suite à cette découverte, ils décident de creuser et à ressentir une odeur qu'ils connaissent, la putréfaction des chairs. Ils découvrent alors dans des sacs poubelles des corps soigneusement enroulés dans des draps, la tête reposant sur un coussin, portant chacun un signe distinctif religieux,
comme ce chapelet juste derrière moi. Les autopsies révéleront que tous, sauf Agnès, ont été drogués à l'aide de somnifères avant d'être exécutés par 2 coups à bout portant pendant leur sommeil avec une carabine 22 long rifle, certainement celle qu'il a héritée de son père. Le jour même des autopsies, le procureur de la République de Nantes indique qu'il va donner l'ordre de délivrer les permis d'inhumer les corps dans les jours qui suivent. Cette décision, jugée rapide par les proches des victimes, et le fait que la famille a été dissuadée de reconnaître les corps avant l'incinération, renforcera la famille de Xavier dans sa conviction que les corps exhumés ne sont pas ceux de Agnès et des enfants. Comment vous expliquez son absence si c'est pas Je ne peux pas l'expliquer, mais je ne crois pas au suicide. Pourquoi se suiciderait-il s'il n'est pas coupable de tout cela? Je ne crois pas à la fuite puisque je ne le crois pas coupable. À la suite de cet ordre, les obsèques seront célébrées le 28 avril à Nantes et les corps seront incinérés puis inhumés le 30 avril dans l'Yonne. Xavier Dupont de Ligonnès est né le 9 janvier 1961. Durant son adolescence, il voit son père quitter le domicile familial. Il est alors élevé par sa mère, porteuse de la parole divine. Il est, selon les dires, jusqu'à ses 35 ans, embrigadé dans un univers mystico-apocalyptique, sa mère lui affirmant qu'il était l'élu. L'adolescent effectue sa scolarité au lycée Saint-Exupéry, il s'inscrit en école de commerce, puis il décide de voyager en Europe et aux États-Unis. Xavier aurait raconté sa foi de l'époque sur un site catholique. Enfant de cœur, membre du mouvement de la jeunesse catholique de France, rosaire quotidien, prière quotidienne sous forme de dialogue avec le Christ et la Vierge et mon ange gardien, je faisais partie d'un petit groupe de personnes réunies autour d'une messagère recevant des révélations privées. Il était hors de question d'imaginer qu'elle puisse simuler ou être folle. C'était ma propre mère. Il se lie d'amour avec Agnès Audanger et dès son retour en France, le 9 novembre 1991, il décide de l'épouser à Draguignan. À la suite de cette alliance, Xavier Dupont de Ligonnès adopte le petit Arthur, qui n'est autre que le fils d'Agnès, le fruit d'une précédente relation. Le 9 avril 2013, près de Roquebrune-sur-Argence, un des derniers endroits où Xavier Dupont de Ligonnès a été aperçu, une mission de repérage est effectuée afin de retrouver son corps. Les enquêteurs, assistés de spéléologues, vont fouiller les mines de plomb du Pic Martin au Canet des Morts. Le 2 mai 2013, les recherches prévues mobilisant une 50aine de gendarmes et de pompiers du GRIMP ne permettent de retrouver aucun corps. La procureure Brigitte Lamy ne remet pas en cause le statut de suspect de Xavier Dupont de Ligonnès et penche pour la thèse du suicide. En juin 2013, un corps est retrouvé à une vingtaine de kilomètres du lieu où Xavier Dupont de Ligonnès a été vu pour la dernière fois. Mais une autopsie révélera qu'il ne s'agit pas de son corps. En 2019, l'ancien directeur interrégional ouest de la police judiciaire, Jean-Paul Le Tensoré, se dit convaincu que Xavier a mis fin à ses jours. Il décrit un personnage face à une situation financière et patrimoniale instable, empruntant de l'argent à ses proches, à ses maîtresses et en puisant dans l'héritage de son épouse. Il met en lumière notamment les fonds nécessaires pour changer d'identité ou encore pour faire de la chirurgie plastique. Néanmoins, des proches et des journalistes n'accordent aucun crédit à cette thèse de suicide et la préparation méticuleuse de sa fuite en est une raison. Une journaliste nantaise a reçu mi-juillet 2015 un courrier contenant une photo représentant Arthur et Benoît, l'aîné et le benjamin, assis devant une table de cuisine. Au verso de la photo est écrit « Je suis encore vivant, de là jusqu'à 7 heures », suivi de la signature Xavier Dupont de Ligonnès. Le 9 janvier 2018, le quotidien Ouest France annonce vers 9h qu'une intervention de la police judiciaire a lieu au monastère Saint-Désert de Roquebrune-sur-Argence. Une vingtaine d'enquêteurs interviennent dans cet édifice religieux où 2 témoins affirment avoir reconnu le père de famille lors d'une messe. L'analyse des empreintes révélera qu'il s'agit d'une erreur. Finalement, les témoins avaient confondu Xavier Dupont de Ligonnès avec le prieur de la communauté. En visite en Thaïlande en 2018, une touriste est persuadée d'avoir croisé Xavier Dupont de Ligonnès. De plus, un des proches de Xavier affirme que la Thaïlande est un parfait point de fuite pour un fugitif. Mais ce témoignage ne donnera pas de suite à l'enquête. Le vendredi 11 octobre 2019, le Parisien déclare que Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme le plus recherché de France, a été arrêté en Écosse. Dans la nuit, le procureur de Nantes appelle à la prudence. Les empreintes digitales correspondent, mais partiellement, 5 points seulement. Or, pour identifier formellement une personne en fonction de ses empreintes digitales, 15 points sont nécessaires. On apprendra plus tard que l'ADN ne correspond pas et cet homme s'appelle au final Guy Joao et il vit dans les Yvelines.
C'est une nouvelle porte qui se ferme dans cette enquête ouverte depuis près de 8 ans et je parlais à l'instant avec un enquêteur qui me faisait part d'une énorme déception, même s'il fallait absolument faire les vérifications qui ont été faites. Ce n'est pas l'ADN de Xavier Dupont de Ligonnès, ce n'est donc pas lui. Lorsqu'on m'a dit que j'étais un criminel, un assassin, j'ai dit bon, pas de problème, je n'ai jamais tué personne, donc dans ma tête j'efface ce qu'on vient de me dire. Autre anecdote, en août 2022, un TikTok est devenu viral dans lequel on peut apercevoir un homme en arrière-plan. Internet s'affole, tout le monde fait sa propre hypothèse et se persuade de la présence de Xavier Dupont de Ligonnès à Cannes. Geneviève et Christine Dupont de Ligonnès, c'est-à-dire la mère et la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, restent persuadées que Xavier est vivant et innocent. En effet, elles énoncent différents éléments qui les persuadent. Manque de précision sur la date du meurtre, les corps retrouvés qui paraît-il n'étaient pas reconnaissables, l'ordre d'inhumation des corps rapide, et enfin elles déclarent impossible que Xavier à lui seul ait pu déplacer 2,5 mètres cubes de terre. Cette famille ne semblait pas avoir d'ennemis, ce qui les amènera à conclure, puisque personne n'a pu les tuer, c'est qu'ils ne sont pas morts. Je pense que pour des raisons de prudence, mon frère ne bouge pas, pour ne pas nous mettre dans la difficulté, qu'il ne téléphonera pas, qu'il n'enverra pas d'email, qu'il ne se manifestera pas de cette façon-là, mais peut-être dans quelques temps. Il est donc vivant. Il est donc vivant. Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est encore en vie? Est-ce qu'il est encore parmi nous? Est-ce qu'il communique encore avec certaines personnes? Est-ce qu'il s'est donné la mort? Est-ce qu'il a demandé à quelqu'un de l'aider à disparaître? Est-ce qu'un jour nous aurons les réponses à nos questions qu'on se pose depuis maintenant plus de 11 années? Dans tous les cas, cette histoire restera l'un des plus grands mystères des crimes en France. J'ai donc une dernière question à vous poser. Selon vous, Xavier Dupont de Ligonnès est-il mort ou vivant?